bonjour, merci de nous rejoindre sur Télé Sud. C'est l'heure des mots et débats. Aujourd'hui, nous avons deux invités dans notre studio. Alors, ils ont produit un roman illustré à quatre mains. C'est un roman pour la jeunesse. Et d'abord, je vais vous présenter le premier invité. Il est romancier, travaille dans l'édition depuis 30 années. Il dirige une agence de communication. Il est l'auteur de Papa et Maman sont morts, Seuil, 1991. Et puis aussi Autobiographie d'une courgette, Plomb, 2002. Gilles Paris, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Je vais super bien. Merci d'être avec nous en tout Je vous cas. en prie. Et puis le deuxième invité, c'est une femme, c'est une illustratrice. Elle a travaillé au New York Times et le New York Times Book Review. Alors ses dessins ont été publiés dans la presse, Le Figaro, Télérama et d'autres, dans l'édition, dans la publicité. Aline Zalco, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio sur Télé Sud. Alors, vous avez, on va dire, collaboré ensemble, une sorte de roman pour la jeunesse à quatre mains. Alors, je devine que c'est pour l'écriture, le roman, l'histoire, et puis vous, c'est pour l'illustration. Eh bien, on va découvrir tout de suite ce que c'est inventer les couleurs aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulé, tout de suite au fil des pages. Tout d'abord, Gilles Paris, Aline Zalco, comment vous vous êtes rencontrés? C'est une rencontre du hasard en fait. C'est très très rare dans le milieu de la jeunesse que les illustrateurs et les écrivains se rencontrent au tout début du projet et en fait collaborent ensemble. Et on s'est rencontrés une fois en fait que j'avais vu les dessins d'Aline, que mon éditrice Colline Fort-Poiret m'avait envoyé, et j'ai trouvé les dessins absolument magnifiques. Enfin, il y avait une vraie force dans ces couleurs, ça représentait exactement le thème de l'histoire. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés peu après au cours d'une réunion chez Gallimard Jeunesse en fait, une fois que le livre était déjà avancé en fait. Voilà, c'est comme ça que les choses ont commencé entre Aline et moi. Et Aline Zalco, pourquoi avoir accepté, en fin de compte, l'invitation de travailler aussi avec Gilles Paris? Alors déjà, ça faisait longtemps que je voulais faire des livres jeunesse. Et on m'a d'abord, Christophe Armelin, qui est directeur artistique, m'a contacté. Et après, j'ai pu lire le texte une fois avoir accepté. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est fait. Et le texte, j'ai trouvé très surprenant et pas du tout quelque chose d'édulcoré, enfin très piquant. Et ça a éveillé ma curiosité beaucoup. Ouais. Alors justement, parlons de texte. Donc nous sommes en région parisienne, à Longjumeau. Nous faisons connaissance d'emblée avec Hippolyte, au surnom Hippo. Alors ses meilleurs camarades sont Gégé et Fatou, qui vient du Mali. Et puis le papa d'Hippolyte, nous voyons qu'en fin de compte, il n'est pas très bien. Il traverse une période très difficile. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Hippolyte et puis le papa d'Hippolyte? Hippolyte, je pense que c'est un gamin comme il en existe beaucoup. Il a un don, il sait dessiner, mais il sait dessiner pour une raison très précise, c'est qu'en fait son père qui travaille à l'usine le dépose très tôt à l'école le matin, bien avant que tout commence, et on a l'habitude de recevoir Hippolyte d'une manière très, très matinale, et on lui a donné au fond des crayons et des feuilles de papier pour qu'il dessine, et c'est comme ça qu'il a appris quelque part à dessiner, parce qu'il a du temps avant que l'école commence, et ces dessins, ils respectent pas réellement les couleurs en fait telles qu'elles sont. Voilà, le ciel peut être rouge, une maison peut avoir la couleur d'un arc-en-ciel. Enfin, il n'est pas du tout dans les normes en fait. Et face à des gens qui ont une vie assez simple, les gens lui disent mais tu sais, un ciel c'est bleu ou c'est gris, c'est pas rouge. Voilà. Donc, et lui il s'oppose à ça. Il veut montrer que les couleurs peuvent apporter beaucoup plus en fait. Et quant au père, il travaille en usine. Sa femme l'a quitté avec le voisin. Il le vit assez mal, il faut le dire. Il est fatigué le soir quand il rentre. Il n'a pas du tout envie de raconter ses journées à son fils Hippo, qui lui, par contre, lui dit absolument tout ce qui s'est passé. Et on va suivre un peu leur existence pendant 24 heures. 24 heures d'une vie à Longjumeau entre un père et un fils. Alors justement, Aline, ces personnages, est-ce que Gilles Paris vous a donné des consignes, je veux qu'ils soient de telle couleur, ou alors si vous êtes, voilà, c'était libre cours, votre imagination? La chance que j'ai eue, pour moi, c'était une chance, c'est Gilles n'a jamais interféré sur mon travail. Du coup, j'ai vraiment pu suivre mon imagination et surtout ce que le texte, les pistes que le texte me donnait, et j'ai pu vraiment inventer,
donner ma version des personnages. Et le premier dessin que j'ai réalisé, je crois, pour le livre, c'est vraiment le dessin qui représente le père et le fils, puisque pour moi, il fallait que j'ai que je saisisse l'âme du texte d'abord pour saisir mon point de vue de l'âme du texte, je sais pas comment dire, pour me lancer. Ouais. Et justement, est-ce que vous travaillez au fusain? On a l'impression de voir le fusain, vous avez abandonné la craie apparemment, mais c'est le fusain, c'est de l'acrylique, c'est du crayon, c'est beaucoup de crayons de couleur, un peu de pastel, voilà, mais ouais, en gros, parfois de la peinture qui rentre dedans, mais principalement du crayon de couleur. Voilà. Gilles Paris, est-ce que, par exemple, dans votre roman, le fait d'aborder plusieurs thèmes, notamment, vous parlez beaucoup il y a la tolérance et en même temps l'intolérance, le racisme, et c'est marrant parce que c'est à travers le regard de ces jeunes enfants, je pense qu'ils sont au début du collège. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, pourquoi aborder ces thèmes? Parce que la mixité maintenant est très présente dans l'ensemble des écoles, que ce soit en banlieue ou même à Paris d'ailleurs, il n'y a pas de limite à ça, et que ça devient très important. Je regardais un dessin récemment sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup frappé, où on voit un monsieur parler à un enfant et lui dire « Et toi, dans ta classe, est-ce que tu as beaucoup de musulmans, d'Africains Et l'enfant le regarde, il lui dit « Non, moi dans ma classe, il y a beaucoup d'enfants surtout ». Et en fait, je trouve ça très juste parce qu'on n'a pas la même vision de la différence et de l'indifférence comme peuvent les avoir au quotidien les enfants. En même temps, ils sont un peu cruels aussi dans le livre. Oui. À un moment donné, ils se traitent de sale noir et sale blanc aussi. Oui. Mais c'est pour rigoler et avec les enfants, ça passe plus vite parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne peut plus rien dire et tout devient presque suspect au fond finalement dans la manière dont on peut énoncer les choses, alors que chez les enfants, on le tolère absolument totalement. Et donc, c'est par le biais des enfants, parce que je me dis que quand on passe par le biais des enfants, au fond, finalement, on prête peut-être un peu plus l'oreille et on arrive à faire ces choses-là. Et juste un petit mot sur les dessins d'Aline, c'est que ce qui m'a énormément frappé sur son travail, dans cette histoire, c'est qu'elle a compris... Vous savez, un écrivain, par exemple, prépare une histoire, et dans cette histoire, il y a des petits détails, des petites choses comme ça qui sont très importantes pour l'écrivain, qui peuvent le devenir pour le lecteur. Ça peut être une phrase qui va ressortir, par exemple. Mais j'ai trouvé qu'Aline, dans le détail de ses dessins, avait à chaque fois choisi ce petit détail qui, pour moi, compte énormément. La canette de bière, par exemple, la poubelle à la fin sur la tête du professeur, et ainsi de suite. Et toutes ces petites choses, la carte postale déchirée qu'elle reconstitue plus ou moins, je trouvais ça... je me suis dit, au fond, finalement, sans se connaître, on s'est reconnu d'une certaine manière. Alors, il y avait aussi donc ce racisme, cette intolérance, mais il y a également aussi, vous abordez le problème de la précarité de la famille monoparentale. C'est vrai que c'est un sujet qui est à l'heure actuelle très montré dans les médias. Que c'est un petit gamin malin, il est capable de faire la cuisine, il est capable de... Voilà, il veille sur un certain nombre de choses, c'est vrai qu'on dit parfois dans la vie qu'on va devenir les parents de ses propres enfants, enfin, ou les parents de ses propres parents, pardon. Et c'est un peu son cas. Il est très mature et voilà, il gère les choses et il veut pas que les choses s'arrêtent à une espèce de quotidien grisâtre. Et donc, il apporte avec ses dessins, auprès de tout le monde d'ailleurs, de ses amis, de son père aussi, beaucoup de magie à travers ces couleurs au fond finalement. Mais c'est vrai que les couleurs, elles symbolisent de toute façon ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la différence. Voilà, c'est évidemment le biais de la couleur est une invention pour justement mieux parler de la différence. En parlant de couleurs, justement, il y a parfois beaucoup de bleu dans les cheveux, du rouge. Est-ce que selon l'humeur du petit Hippolyte, qui protège son papa, qui est en pleine détresse, on voit que le papa il va très mal, il le cache. Est-ce que, par exemple, vous changiez la couleur des cheveux, de la peau, Non, c'est plus inconscient que ça, je crois. J'ai tendance à mettre des couleurs peut-être inattendues dans ce que je dessine en général. Même, je fais beaucoup... je sais pas, même si je devais vous dessiner, je pense qu'il y aurait des couleurs assez... je suis mon instinct là-dessus, vraiment. Ouais. Et puis, en parlant aussi d'autres thèmes, il y a ce thème, en fin de compte, en fin de compte, comme vous le disiez, c'est l'enfant qui devient adulte, qui protège. Je crois que c'est quelque chose aussi qui a traversé votre vie à vous, votre vraie vie.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de développer les choses. C'est-à-dire que je pense qu'un enfant est capable de faire grandir les adultes autour de lui par sa présence, par le simple fait qu'à 10 ans, on ne devrait pas avoir à gérer ce genre de problème quelque part. Hein. Voilà, on est supposé être dans une forme d'âge insouciant, alors qu'on sait bien que dans les familles, que ce soit monoparentales ou voilà, les enfants sont parfois menés à rude épreuve et en même temps, c'est un exemple. Il n'a rien d'exceptionnel non plus, ce petit Hippolyte, à part ses dessins. Je veux dire, quelque part, il est là, il est présent, il veut que les choses aillent mieux quelque part autour de lui, mais je pense que en même temps, à la fin, à la toute fin du livre, il lui raconte sa journée et son père n'en revient pas. Quelque part, il est déjà émerveillé d'entendre son fils lui raconter sa journée. Ce qui est un petit détail quotidien qui les regarde ensemble. Voilà, donc c'est important de... Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance plutôt heureuse. Hein. J'avais un père architecte, une maman au foyer, comme on dit. Voilà, on habitait République dans le 3e. On avait un grand appartement, on faisait des patins à roulettes avec ma sœur dans les couloirs. Donc, on ne peut pas vraiment dire que j'ai été brimé, ni... Voilà, plutôt une enfance heureuse, mais... Je me suis toujours intéressé, c'est peut-être ma force aussi, je me suis toujours intéressé, même encore aujourd'hui, je m'intéresse à des gens différents de moi, c'est pas parce qu'on a eu une enfance heureuse qu'on n'est pas capable justement de s'intéresser à une enfance qui l'est moins. Quand il y a eu cet incroyable succès avec le film Ma vie de courgette, j'étais heureux dans les projections de voir autant d'enfants dans la salle et de me dire qu'ils allaient découvrir une autre enfance que la leur. Voilà, c'était important de savoir que tout ça pouvait exister et qu'ils pouvaient le comprendre déjà à leur âge. Alors justement, comment faire comprendre? Parce que vous êtes un romancier pour adultes, on va dire. Est-ce vous avez changé votre style d'écriture pour qu'en fin de compte, l'histoire soit plus abordable, les phrases plus accessibles? Non, je trouve pas en fait, je suis très embarrassé ou très gêné même d'ailleurs par ce genre de propos parce que je me vois mal adapter mon écriture différemment. Mon écriture, elle doit rester comme elle est, tout simplement. Il se trouve que ce texte était peut-être plus abordable pour la jeunesse que d'autres. Ça, c'est possible. Mais je sais qu'en tout cas, si je décide d'écrire un autre livre jeunesse, je ne vais pas me dire que je vais édulcorer le paysage parce que je fais un livre jeunesse. Je ferai peut-être plus attention autour des thèmes et des choses à apporter aux enfants, parce que au fond, finalement, un livre jeunesse a peut-être aussi un peu un rôle d'éducation pour les enfants. Donc, c'est leur ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses qui sont importantes pour moi dans la vie et qui peut les aider à grandir. Parce que très souvent, en plus, les livres que les enfants lisent sont choisis par les parents, qui les ont lus avant. Voilà, très souvent. Et puis après, dans les classes, les cours, les gamins s'échangent, en effet, les livres qu'ils sont en train de lire, etc. Mais voilà, moi, je ne changerai pas mon écriture, en tout cas, par rapport à ça. Et vous, Aline Zalco, pour les dessins, parce que vous travaillez dans Le Monde, vous faites des dessins dans le quotidien Le Monde, est-ce que vous avez aussi adapté les couleurs justement de certains personnages pour que ce soit beaucoup plus doux, plus pour les tourner vers cette jeunesse? Non, c'est difficile de répondre. Je pense que j'ai suivi mon instinct, encore une fois, mais peut-être que oui, peut-être que j'ai senti que le texte de Gilles avait des aspects vraiment qui pouvaient avoir l'air durs, c'est-à-dire l'environnement, tout ce dont on vient de parler. Et je savais qu'il y aurait un contrepoint avec les couleurs, et c'est aussi le point de vue d'Hippolyte. Mais bon, c'est comme si j'avais le même point de vue avec Hippolyte, puisque je vois des couleurs différentes aussi, donc voilà. Mais par exemple, le visage d'Hippolyte, ses cheveux, voilà, il pose la tête sur l'épaule de son papa. Ça met combien de temps juste pour faire ce dessin d'Hippolyte? C'est allé assez vite, mais comme je savais que ce serait le dessin qui me donnerait l'impulsion de faire les autres dessins, je me suis appliquée. Mais disons qu'il y a des dessins qui sont plus vraiment dans un rapport plus brut et immédiat. Et par exemple, quand j'ai dessiné le livre de Zola, le trait est plus épais volontairement, etc. Mais là, c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose d'assez délicat, puisque c'est un gros plan sur ce visage d'enfant, et j'avais peut-être envie que ce soit vraiment une image où il y ait beaucoup de bienveillance. Voilà. Ouais.
Alors en parlant de bienveillance, il y a quelqu'un dans ce livre qui n'a pas de bienveillance, c'est le directeur d'école, Monsieur Clerget, qui est votre collaborateur au sein de la maison d'édition. Enfin, c'est Oui. pas le même, hein, tout à Oui. fait. Ah, oui, oui, Il a le plus même nom, gentil, hein, mais oui. c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil. Voilà un clin C'est un clin d'œil. d'œil. Mais comment l'a-t-il pris, Laurent Clerget, Bah, justement? des fois, il Oui. nous donne un peu des ordres à Ah oui. l'agence et on l'a appelé Benito. On l'a surnommé Benito et voilà, je lui ai rendu ça pareil dans le livre, mais c'est un petit clin d'œil entre nous. Oui. Non, il n'est pas aussi dur que ça, bien Non. de là. Non, mais il fallait un directeur d'école un peu sévère, voilà. Oui. Et après, c'est les enfants qui inventent le reste, parce que au fond, Hippolyte, comme les autres garçons de son école et les filles aussi, sont persuadés qu'il y a une espèce dans son bureau, qu'il y a une trappe dans laquelle il cache des enfants, qu'il affame avec des croûtons de pain, etc. Mais voilà, ça c'est l'invention des enfants et il n'est pas si dur que ça au fond finalement, mais il représente l'autorité. Et de toute façon, dans une école ou quoi que ce soit, Oui. à partir du moment où un personnage représente l'autorité, il est attaquable dans tous les sens du terme, et ça n'empêche pas les enfants de parler entre eux d'une manière peu révérencieuse, mais ça fait partie des germes de l'autorité en fait. Il y a aussi cet amour naissant entre Hippolyte et Fatou. Elle est très douce, cette description, quand il regarde ses mains, la peau noire et rose, enfin, il y a une douceur comme ça, il y a le regard d'Hippolyte, malgré ce qu'il traverse, mais il a une bonté, une douceur, voilà, Oui, il ne tout à reporte fait. pas Et sa puis, méchanceté. en même temps, il projette cette manière les couleurs, c'est-à-dire une fois de plus cette différence Ouais. qui est un peu suggérée en fait dans cette histoire. Et au fond, il imagine quand elle est à la cantine, il la voit prendre des haricots verts. Et il y a la couleur verte du haricot vert, noir de sa peau. Voilà. Donc déjà, il y a une espèce de mélange de couleurs qui le frappe. D'emblée, il est toujours là pour la protéger un peu. Il y a une complicité absolument importante entre les deux. Aline Zalco, pour donner des conseils aux futurs illustrateurs, pour exprimer par exemple la douceur, la tolérance, est-ce qu'on peut l'exprimer avec du noir, avec du rouge Oui, il y a Oui. autant de points de vue possibles. Oui. Oui, que de personnes. Non, oui, tout est possible, je pense. Ouais, ouais. Tout dépend du trait aussi. C'est pas juste la couleur, c'est Oui. où est-ce que le trait va, qu'est-ce qu'il représente. Enfin, c'est une conjonction d'énormément de choses. Ouais. Et en même temps, dans la Oui. chimie de ces couleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'explosion de couleurs inattendues, de couleurs différentes, comme elle le dit au fond finalement. Elle est un peu comme Hippo, voilà, ils inventent les couleurs. Et je trouve que dans ces couleurs, il y a à la fois une énorme douceur, une énorme... vrai, oui. Mais il y a quand même un petit zeste comme ça de menace c'est le surplus de couleurs, on va dire, en quelque part, qui amène quand même une petite tension que je trouve vraiment forte dans ces dessins-là. Et moi, je trouve pas que mon dessin soit particulièrement doux, en général. Ouais. Mais ouais, on en a déjà parlé Absolument. avec Gilles. Mais voilà. Ah, parce que moi aussi, je trouve cette douceur, et parfois, c'est dans les mèches de cheveux, je vois une petite agressivité, c'est tout, mais il y a une douceur, les traits, les courbes, tout à fait. c'est fluide. Ouais. Ah, fluide, ouais, ça me plaît. Ouais. Ouais. Et autre chose, Gilles, Oui. pourquoi vous tournez vers un roman pour la jeunesse? Vous aviez envie un peu de vous échapper? Quelque part, il était temps de le faire. C'était un peu évident. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai publié que des livres pour adultes, mais qui sont beaucoup lus par les enfants et les adolescents. Le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait sont les adolescents qui m'ont dit que je leur avais redonné le goût à la lecture avec La Courgette et autres. Donc, un livre comme Autobiographie d'une courgette, par exemple, est vraiment considéré comme un roman adulte en France, mais il a été republié en Italie, en Espagne, dans des collections jeunesse. Donc c'est intéressant aussi, cette espèce de parcours. Il est évident que la jeunesse me tentait, que je l'avais approché à plusieurs reprises. Peut-être que c'était pas le moment, peut-être que c'était pas le temps. Voilà, c'est un projet que j'ai eu avec Colline Faure-Poiret, donc mon éditrice chez Gallimard, qui m'a amené au fond finalement très simplement à la jeunesse. Et ça me paraissait être un parcours, dans mon parcours, ça me paraissait être une évidence. Pour conclure ce premier chapitre des mots et débats, quel message en fin de compte voulez-vous délivrer à travers cette histoire d'inventer les couleurs? C'est le texte de Gilles, donc... Ouais, le message, je sais pas. Je pense que chacun doit se l'approprier à sa manière. C'est-à-dire, au fond,
Moi, j'ai jamais été un auteur à message, parce que je me mets à la portée des enfants ou je me mets à la portée des adultes. Je leur transmets, au fond, finalement, des choses qui me paraissent importantes au quotidien, dans une école de banlieue, par exemple. Et je pense que c'est à chaque lecteur de se faire sa propre opinion et de le ressentir d'une certaine manière. Vous savez, moi, je suis très respectueux des lecteurs, mais je suis très respectueux d'un producteur, d'un éditeur, qui avant tout sont des lecteurs aussi et qui vont avoir un regard sur votre livre. Ça peut être différent à chaque fois et c'est tout à fait normal parce que chaque regard est aussi une ingestion, on va dire, de son propre passé, de sa propre histoire. Et vous, Aline Zalco, y a-t-il un message justement à envoyer aux téléspectateurs? Non, j'ai pas réfléchi à un message. Non, j'étais plus au service de Gilles pour ce livre. Donc, je suivais un peu. J'ai essayé de saisir ce qu'il essayait de dire et vers où il voulait nous emmener. Non, peut-être que, je sais pas, c'est pas un message, mais une forme de vibrance, d'enthousiasme aux choses, d'être vivant le plus possible. Ouais. Je sais pas si c'est un message. Si. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue, voilà, de nous avoir raconté cette histoire d'inventer les couleurs. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Alors, désolée Aline Zalco, je sais que c'est toujours l'honneur aux femmes, mais je vais encore me tourner vers Gilles Paris. Alors Gilles Paris, vous êtes l'auteur de L'été des Lucioles, Le vertige des falaises, Au pays des kangourous, et puis plein d'autres ouvrages. Il y a aussi un recueil de nouvelles qui est sorti. Et puis, vous avez justement parlé de Autobiographie d'une courgette qui a été adaptée au cinéma en octobre 2016. Il a été récompensé de 2 Césars et puis nominé, une nomination aux Oscars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Gilles? C'est-à-dire que ça y est, votre talent est confirmé. Je sais pas, c'est des termes un peu forts. Moi, mon livre Autobiographie d'une courgette, pour moi, c'est un peu mon trèfle à 4 feuilles, quoi. C'est ma chance. J'ai un projet là avec des producteurs qui veulent en faire une comédie musicale que je vais voir en avril. On va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ce livre, voilà, il y a un autre projet peut-être d'en faire une bande dessinée. Donc je suis tout ça. C'est quelque chose qui est important parce que ça a été un magnifique cadeau pour moi. Vous savez, c'est comme les gens qui voient le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, évidemment. Et donc, je vois toutes ces bonnes choses qui m'arrivent, au fond, finalement, depuis le succès de ce livre. Après, le succès ne doit pas empêcher, ne doit pas faciliter, on va en dire entre guillemets, une écriture sacrifiée par le succès. Je crois qu'il faut rester soi-même. C'est vrai qu'au moment où tout arrivait, le succès, j'étais en train d'écrire un livre, Le vertige des falaises, qui justement rompait un peu avec mes 4 précédents romans. Je cessais avec ce livre d'être dans la tête d'un enfant de 9 ans et je passais vraiment à la fois à une adolescente et surtout à un roman choral où je faisais parler des adultes. Donc pour moi, c'était important de prendre ce risque-là. Je crois que quand on a un succès, au fond, derrière ça, il faut prendre le risque de faire quelque chose de différent. Il faut se surprendre soi-même d'abord et puis surprendre... peut-être ses lecteurs, on a toujours un peu la trouille, hein. On se dit toujours, est-ce qu'on va pas en perdre la moitié en route? Ça peut arriver, donc, mais je trouve que le succès provoque le changement. Et le changement doit être justement une prise de risque, en fait, pour l'écrivain. J'allais pas m'enfermer dans cette écriture d'un enfant de 9 ans. Oui. Et je trouve que c'était bien de passer aussi à autre chose grâce à ce succès aussi. Je rappelle aux téléspectateurs, vous travaillez dans l'édition depuis une 30aine d'années et vous avez une agence de communication. Je voulais savoir, Aline Zalco, vous êtes dessinatrice diplômée des Arts décoratifs de Paris. C'est une école, il faut rentrer sur concours, c'est pas tout le monde qui peut y accéder. Vous travaillez régulièrement donc avec Le Monde, l'édition. Vous avez travaillé aussi avec le luxe. C'est dans quel domaine? Pour différentes raisons, mais là, par exemple, je viens de finir une collection de vêtements que j'ai fait en collaboration avec Commune de Paris. En fait, tous les supports m'intéressent, tout ce qui est lié au dessin. Par exemple,
je poursuis aussi mon travail personnel qui est un mélange de peinture et de dessin que j'expose en galerie. Voilà, je viens de finir une exposition personnelle à la Galerie d'Auteuil à Paris. Et pour moi, il n'y a pas de frontière. Si c'est un livre ou une commande, c'est aussi l'occasion de montrer des choses différentes, de faire des choses différentes. J'aime beaucoup qui est cet aspect concret. Et puis après, préparer une expo où personne... Enfin, c'est un rapport plus abstrait à la création. Et tout me plaît, en fait. Tout ce qui est lié au dessin, à la peinture me plaît. Alors, comme les auteurs, comme les écrivains, ça vous est déjà arrivé d'avoir ce syndrome de la page blanche, d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, un seul croquis, une esquisse? Alors ça m'est arrivé il y a une période de ma vie où j'étais beaucoup moins inspirée quand je suis rentrée de New York, puisque j'ai fait un échange à la School of Visual Arts et j'y suis restée un peu plus longtemps que prévu. Et quand je suis rentrée, quand j'avais le mal de... Enfin, les États-Unis me manquaient un peu et puis j'étais un peu perdue. Donc oui, j'ai connu ça et c'est vrai que depuis quelques années, heureusement, je l'ai moins. Après, ça m'arrive de commencer un dessin et de ne pas être contente et de lutter jusqu'à ce que soit ça marche, soit je balance. Enfin, oui, ça peut... Mais en ce moment, je suis plutôt enthousiaste. J'ai énormément envie de faire plein de choses au même temps, au contraire. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour cette deuxième partie de l'émission, Carte sur table. On va passer maintenant au coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, allez, Aline Zalco, quel est votre coup de cœur? Le livre que j'ai choisi? Exactement. Oui. Alors j'ai choisi Demande à la poussière, Ask the Dust de John Fante. Je l'ai pris en anglais parce que je préférais cette édition-là et puis parce que ça a été écrit en anglais. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Il faut que je dise pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre. Oui, j'ai beaucoup aimé le Los Angeles. J'y suis jamais allée. Le Hollywood que dépeint John Fante, cette espèce d'errance, on sent vraiment la ville. Je crois que c'est dans les années 30. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais donc j'ai une idée. Enfin, ça donnait une idée de cette ville complètement fantasmée pour moi, mais dure parce que c'est un écrivain qui essaye de devenir le grand écrivain qu'il a envie d'être et qui rêve de succès et qui est impatient. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce texte. Il tombe amoureux aussi. Il y a quelque chose aussi d'un peu de quelque chose de drôle et de désespéré à la fois, et cette impatience mélangée à de l'enthousiasme et avec cette image un peu d'Épinal maintenant qu'on regarde maintenant de l'hôtel miteux, du diners miteux où il va boire son café pourri, il n'a pas une thune, enfin voilà. Et il y a une préface de Bukowski qui est vraiment hyper touchante aussi. Voilà. Et en anglais, il est vraiment très, très facile à lire. Enfin, ça dépend de... Mais voilà. Mais ça m'a un peu... Enfin voilà, moi j'étais capable de lire On the Road de Kerouac aussi en anglais. C'est très rythmé. On est très... Vraiment, c'est pas pour paraphraser Bukowski, mais vraiment une phrase entraîne une autre. Il y a une énergie vraiment extraordinaire. Vraiment, ouais. J'ai beaucoup... Mais bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais voilà. Merci pour... donc c'est John Fante, Demande à la poussière. Et puis vous, Gilles Paris? Moi j'ai choisi un roman que je défends en fait en tant qu'attaché de presse, qui est un roman de Mélissa d'Acosta, qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Je ne l'ai pas choisi parce que je le défends, mais je l'ai choisi parce qu'il a quelque chose d'assez exceptionnel. Je fais ce métier depuis 35 ans. Bien sûr, j'ai défendu beaucoup de livres que j'ai aimés, mais j'ai rarement lu un livre pareil en 35 ans. Au départ, c'est un pari extrêmement risqué. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a 26 ans, qui découvre qu'il a un Alzheimer précoce. Sa famille veut le garder auprès de lui. Les médecins veulent le garder à l'hôpital pour étudier un peu son cas, parce que c'est quand même... l'Alzheimer précoce existe, mais c'est des cas assez rares et isolés. Et lui, en fait, décide de partir sans prévenir ni sa famille ni les médecins, parce qu'il a un rêve qui caresse depuis très longtemps, c'est de faire la route en camping-car à travers la France, à l'intérieur de son camping-car, en fait. Et il a passé une annonce où il a joué cash, il a dit qu'il était malade et que
Voilà, il y a une personne qui a répondu, une jeune fille qui ramasse sur une aire d'autoroute. Et ils vont faire la route ensemble. Au début, ils s'entendent pas très bien, ça passe pas très bien. Elle est très silencieuse, elle est très secrète, elle est toujours habillée en noir. Enfin, là, voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'au fond, ils découvrent les paysages des Hautes-Pyrénées, les montagnes, les lacs, les auberges de jeunesse, etc., va s'établir entre eux une relation extrêmement forte et bien sûr entrecoupée de moments du passé. Un passé assez proche, évidemment, pour ces deux jeunes gens, mais qui ont déjà des vies assez lourdes, l'un et l'autre, à raconter. Il y a des secrets enfouis qui vont être déterrés. C'est un livre qui, à la fois, évoque ce droit de la dignité à mourir comme on l'entend. C'est un hymne à la nature, à l'écologie, au paysage. C'est une écriture assez simple, elle n'a rien d'exceptionnel. Mais pas un moment, par contre, on se dit... en le lisant, je rappelle qu'il fait 650 pages, qu'il y a 50 pages de trop ou 100 pages de trop et qu'elle aurait dû couper. Pas du tout, au contraire. On est très addictif, au fond, dès qu'on démarre ce livre. Ce qui est formidable, c'est qu'on démarre tout de suite. C'est-à-dire qu'il suffit de lire 3-4 pages, vous êtes emporté déjà par cette écriture simple, fluide, et qui vous entraîne, au fond, dans une histoire un peu exceptionnelle. On sait, à la fin, évidemment, que le garçon ne peut que mourir. Personne ne nous a dit le contraire. Mais je vous promets qu'à la fin, si vous pleurez pas, c'est que vraiment vous êtes insensible. Il y a vraiment une fin tout à fait inattendue malgré ce qu'on sait, et c'est très fort, c'est très puissant, c'est très beau, c'est c'est la manière dont la jeunesse aussi affronte au quotidien ce type de problème. On va découvrir tout ça à travers la fille aussi, qui est un personnage absolument exceptionnel. Ça fera évidemment un film magnifique parce que tout y est. Et je trouve que c'est un premier roman qui n'est pas... qui ne ressemble pas aux autres. Voilà, je trouve que c'est une jeune fille de 28 ans et elle est d'origine d'ailleurs assez modeste. Et son père, qui était maçon, n'a jamais lu un seul livre de sa vie. Et le seul livre qu'il a lu, pour la première fois, était le livre de sa fille. Voilà, c'est une belle histoire, c'est une histoire forte, c'est une histoire extrêmement prenante. Et je suis heureux de le porter, de le défendre, parce que ça fait partie de ces livres qui auraient pu passer à la trappe. Les journalistes en reçoivent beaucoup, et il faut vraiment être très très présent pour que ce type de livre puisse émerger dans le paysage littéraire. Merci beaucoup Gilles Paris, merci beaucoup Aline Zalco. L'émission touche à sa fin. Je rappelle le titre de votre roman illustré. Donc c'est Inventer les couleurs, paru chez Gallimard Jeunesse Giboulé. Et bien sûr, je suppose que vous allez donner rendez-vous au Salon du Livre, Livre Paris. Absolument, on y sera samedi de 13h à 14h30. D'accord, très bien. J'espère que les spectateurs viendront vous voir et demander une dédicace. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres auteurs bourrés de talent comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.